bonjour, merci beaucoup. Je voudrais donc essayer d'évoquer en quelques minutes avec vous le potentiel, mais aussi les limitations et les risques de la géo-ingénierie. Diapo suivante. Tout d'abord, quelques faits concernant le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. Ce réchauffement climatique est lié sans ambiguïté à l'action de l'homme, plus précisément à l'émission dans l'atmosphère par les activités humaines de gaz à effet de serre qui accroissent la quantité d'énergie disponible pour notre planète. Ce réchauffement concerne quasiment toutes les régions et le changement de la température moyenne du globe pour la fin du XXIe siècle va dépendre bien sûr des scénarios économiques d'émissions, mais tous ces scénarios disent qu'il dépassera une limite de 2 degrés par rapport au début de la révolution industrielle en 1850, sauf peut-être pour un scénario où il y a moins d'émissions qui s'appelle le RCP 2.6. Or, la plupart des impacts pour l'humanité, pour la vie sur Terre du changement climatique sont de nature négative, ils sont complexes et différents dans différentes régions. Ils affectent notamment la production agricole, les ressources en eau et aussi la biodiversité. Diapo suivante. Donc, qu'est-ce que la géo-ingénierie du climat, qu'on appelle aussi l'ingénierie climatique planétaire? Sa définition, en fait, est assez large. Elle désigne toute technique de manipulation délibérée et à grande échelle de l'environnement, dont le but est de contrecarrer le changement climatique ou ses impacts. Diapo suivante. Deux grandes familles de manipulation climatique. La première à gauche concerne la gestion du rayonnement solaire, dont vous avez entendu parler dans la présentation précédente, et la deuxième, à droite, le captage, la limitation du CO2 dans l'atmosphère. Diapo suivante. Pour ce qui est de la gestion du rayonnement solaire, plusieurs techniques ont été proposées. Mettre des miroirs dans l'espace pour amener moins de rayonnement solaire, injecter des particules qui vont aussi écranter le rayonnement solaire à la surface, notamment des aérosols ou du dioxyde de soufre qui lui-même forme des aérosols dans la haute atmosphère qu'on appelle la stratosphère, mais aussi plus proche de la surface, rendre la surface de la planète plus réfléchissante, par exemple en injectant des sels marins dans la couche limite au-dessus des océans, ou augmenter la réflexion du rayonnement des surfaces continentales. En ce qui concerne le captage du CO2 atmosphérique, nous avons des techniques qui sont relativement conventionnelles, par exemple la plantation de forêts ou la séquestration du carbone dans les écosystèmes. Je parlerai aussi de la production d'énergie à partir des ressources de biomasse, suivie ou couplée avec la capture et la séquestration du CO2. La séquestration du carbone dans les océans, on a parlé aussi de séquestration chimique, c'est-à-dire de captage direct du CO2 par des procédures chimiques suivies d'une séquestration dans des couches géologiques. Page suivante. Alors, comment se voit la géo-ingénierie par rapport aux scénarios qui ont été établis par le GIEC, certains conduisant à un réchauffement très élevé et d'autres à un réchauffement plus modéré? Pour les scénarios qui ont le réchauffement le plus fort, on voit qu'on va vers des impacts très dangereux, d'où une tentation de développer des techniques de gestion du rayonnement solaire pour mettre un frein et réduire les impacts du changement climatique. A l'inverse, pour les scénarios qui réchauffent moins, il faut savoir que ces scénarios incluent à l'intérieur de ce qu'on appelle leur storyline, c'est-à-dire la futurisation finalement du développement global, ils incluent déjà pour la plupart des techniques de captage de CO2 atmosphérique, principalement issues de la biomasse. Diapo suivante. Alors,
Alors, qu'est-ce que le rayonnement solaire et la gestion du rayonnement solaire? Comme vous l'a expliqué la présentation précédente, il s'agit simplement en fait d'éviter que des photons solaires atteignent la surface, autrement dit, de réduire finalement le bilan d'énergie qui est disponible à la surface de la Terre, et ça va faire baisser la température. Diapo suivante. Une des techniques peut-être les plus controversées, mais dont certains d'entre vous ont dû entendre parler, consiste à envoyer des avions ou des ballons dans la stratosphère au-dessus de 10 à 15 km pour y injecter des particules ou du dioxyde de soufre. Et nous avons une espèce d'analogie naturelle de cette technique, qui évidemment aujourd'hui n'est pas déployée, qui sont les éruptions volcaniques, car les très grosses éruptions volcaniques émettent dans la stratosphère de grandes quantités d'aérosols, et pendant quelques années qui les suivent, on observe un assez fort refroidissement. Il y a même eu dans l'histoire des volcans qui ont refroidi très profondément et assez durablement les températures à la surface de la Terre. Simplement, pour qu'on ait un refroidissement lié à l'injection d'aérosols dans la stratosphère, il faut faire ça de manière continue, parce que les aérosols, de moment, sont enlevés, et je montrerai certains effets collatéraux potentiellement très dangereux de ce type de technique. Diapo suivante. Alors, vous avez ici des cartes qui représentent le changement de température. À gauche, sans ingénierie climatique, mais un monde où il y a beaucoup plus de CO2, presque tout est rouge, on a un réchauffement important qui est amplifié, encore plus important aux hautes altitudes. Et puis à droite, les simulations des mêmes modèles de climat que ceux qui regardent le changement climatique futur, dans lesquels on met plus de CO2. On a gardé plus de CO2, mais on a rajouté une ingénierie climatique, on a enlevé du rayonnement solaire. Alors, on passe du rouge au blanc, c'est-à-dire qu'on arrive bien à contrecarrer l'effet de réchauffement. Il reste encore un peu de réchauffement sur les continents dans l'hémisphère nord et en Antarctique. Mais dans la diapo suivante, on a aussi regardé l'impact sur les précipitations. Et là, les conséquences sont beaucoup moins agréables. Sur les images de gauche, on voit en fait que l'augmentation de température est assez uniforme, mais celle des précipitations ne l'est pas. C'est-à-dire que à l'équateur, là où il pleut déjà plus, dans le futur, avec seulement du CO2 élevé, il pleut encore plus. Et par contre, dans les latitudes plus désertiques, aux moyennes et aux basses latitudes subtropicales, eh bien, on a une baisse des pluies. Simplement, si on a de l'ingénierie climatique et du CO2, on se retrouve dans un climat qui est très bizarre, parce qu'il est certes plus froid, mais il est aussi plus aride. Et il est en particulier plus aride dans des régions tropicales. C'est-à-dire qu'en somme, on arrive à contrôler la température efficacement, mais on a des conséquences négatives, potentiellement désastreuses pour l'agriculture et les écosystèmes dans les régions tropicales à cause de l'assèchement et de la réduction de précipitations. Diapo suivante. Le deuxième danger, c'est celui de l'interruption du contrôle climatique, c'est-à-dire que si on arrête d'injecter continuellement des aérosols, on va avoir un rattrapage parce qu'il reste toujours beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, et ce rattrapage est très rapide. Il peut se faire en seulement quelques années, comme l'illustre la simulation sur la courbe orange, où on a simplement, dans le monde d'un modèle, arrêté d'écranter le rayonnement solaire. Diapo suivante, je voudrais dire quelques mots du captage du CO2 atmosphérique. J'ai évoqué différentes techniques chimiques, biologiques, océaniques ou continentales, mais sur la diapo suivante, je voudrais surtout me focaliser sur le captage du CO2 par les plantes, suivi de production d'énergie, et ensuite, au lieu de rejeter ce CO2 qu'on produit par la combustion de biomasse, on l'attrape et on le réinjecte dans des couches géologiques. Ça s'appelle le BECS, Biomass Energy and Carbon Dioxide Capture and Sequestration. C'est une technique qui est conceptuellement utilisée par beaucoup de scénarios du GIEC, de l'IPCC, pour arriver à produire des scénarios avec assez peu de CO2. Simplement, aujourd'hui, c'est une technologie non prouvée. Il n'existe pas, à ma connaissance, de pilote industriel qui fait pousser des plantes, les brûle, récupère de l'énergie, et ensuite, avec des tuyaux, injecte le CO2 pour qu'il disparaisse dans l'écorce terrestre. Et ensuite, c'est une technique qui, bien sûr, doit être déployée à très grande échelle pour avoir un effet significatif
sur les concentrations de CO2. Et pour produire de la biomasse, comme vous le savez, on a besoin de terres productives, on a besoin d'eau et on a besoin de nutriments. Donc le problème posé par la BECS, sur la diapo suivante, c'est en fait celui de ses effets sur l'usage des terres. Nous avons besoin de terres pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la forêt. Et si on veut produire beaucoup de bioénergie pour ensuite récupérer l'énergie et capter le CO2, probablement ça pose un problème de compétition avec la sécurité alimentaire. Ça pose aussi un problème de risque, ou en tout cas d'abaissement des ressources en eau, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour produire de la biomasse, quitte à la brûler pour faire de l'énergie, et aussi de ressources globales en azote et en phosphore. Je vous rappelle que le phosphore est un élément nutritif indispensable à la croissance des plantes, mais qu'on trouve en quantité limitée, finie, dans l'écorce terrestre. Enfin, un autre problème lié en fait à une implémentation potentielle à grande échelle de la BECS, c'est bien sûr les coûts. Ça coûte cher de produire de la biomasse, d'en tirer de l'énergie, et ça coûte encore plus cher de capturer le CO2. On n'a pas d'estimation très fiable des coûts, mais ils sont typiquement au-dessus de 150 dollars par tonne de carbone de BECS produite, bien qu'on n'ait pas d'estimation, je dirais, plus précise, parce qu'on ne dispose pas de pilotes industriels. Donc, là encore, une technique peut-être plus conventionnelle, mais aussi certainement difficile à mettre en place à grande échelle, qui pose des problèmes de compétition pour l'usage des terres et potentiellement d'effets socio-économiques indirects. En conclusion, sur la diapo suivante, pour ce qui concerne les techniques du captage du CO2 atmosphérique, qui font moins peur que la modulation du rayonnement solaire, elles sont variées, elles couvrent un large spectre d'échelles, d'impact et aussi de risques. Ce sont des techniques qui sont très longues à agir à cause de l'inertie de la réponse du cycle du carbone de notre planète, si on diminue volontairement le CO2. Et il semble qu'elles aient un potentiel limité par des contraintes physiques, voire des contraintes économiques, en tout cas aujourd'hui. Et pour ce qui est des techniques liées à la production accrue de biomasse et la séquestration, probablement on aura un impact important sur l'usage des terres. En ce qui concerne les techniques de gestion du rayonnement solaire, elles permettent, d'après les calculs des modèles de climat, un refroidissement rapide et substantiel. Par contre, elles modifient le climat régional. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ces modifications, en particulier avec un risque de baisse des précipitations. Elles sont réversibles, mais une fois qu'on a la main dans l'engrenage, il faut continuer parce qu'elles doivent être maintenues au risque sinon d'avoir un overshoot, dire un réchauffement rapide et brutal avec un risque énorme si on arrête. Et comme il reste encore du CO2 dans l'atmosphère, puisqu'on a juste touché au rayonnement solaire, elles ne résolvent pas le problème d'acidification des océans. Quand on a plus de CO2 dans l'air, une partie du carbone est absorbée dans l'océan et fait baisser le pH, augmente l'acidité, avec un impact sur les écosystèmes marins. L'ensemble de ces techniques de géo-ingénierie posent des problèmes de gouvernance, d'acceptabilité et d'éthique. Je vous remercie pour votre attention.